Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Parfois un jeu vous demande d'être patient, d'accompagner, de construire. Et ici, tout commence par quelque chose qui peut sembler simple, une école. Mais très vite, on comprend que ce n'est pas juste une question de gestion. Ce que vous faites à chaque tour, les élèves que vous recrutez, les ressources que vous accumulez, tout ça va déterminer ce qu'elles deviendront. Parce que dans Cartini, From Darkness to Light, on ne joue pas seulement pour produire ou pour optimiser. On joue pour évoluer, pour transformer, pour changer la société, pour se préparer au moment clé. C'est un jeu de Sheria Avundini, édité par Young Game Design, illustré par Anne Isaacson. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des durées de partie de 60 à 150 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de gestion, oui, mais également de progression. Il va falloir vous installer, comprendre comment poser les bonnes bases, et puis progressivement les choix deviennent de plus en plus importants. Vous allez commencer à voir les conséquences de ce que vous avez mis en place. C'est un jeu intelligent, vous allez suivre, le long de tout leur parcours scolaire, des étudiantes en Indonésie à l'époque coloniale. Car chaque élève que vous faites évoluer n'est pas seulement un gain, mais un changement social. C'est un jeu qui demande parfois de prendre son temps, de comprendre qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, et que des fois la bonne décision, celle qu'on prépare, et pour les générations futures. Allez, on va voir comment ça se passe. Après cette première immersion, on va maintenant prendre le temps de voir comment tout s'articule concrètement autour de la table. On parlera de la mise en place, qui peut paraître dense au premier abord, mais qui sont en réalité une logique assez structurée une fois qu'on la voit étape par étape. Une fois le jeu installé, je vous parlerai des règles, en prenant le temps de poser les bases, comment fonctionne un tour, quelles sont les actions possibles, et surtout, comment s'organise toute cette montée en puissance autour des élèves, des ressources et des diplômes. L'idée, c'est que tout soit clair. Peut-être pas tout couvrir, mais que vous ayez une idée des tenants et les aboutissants de ce jeu très riche et d'extrêmement bonne qualité. Je vous le dis d'entrée, j'ai eu un vrai coup de cœur. On parlera également des différentes manières de jouer, avec les ajustements pour le coopératif ainsi que le solo. Et pour finir, je vous partagerai un avis complet après plusieurs parties, pour voir ce que le jeu propose réellement une fois qu'on dépasse la découverte des règles et qu'on commence à exploiter les possibilités. Avant même de parler des règles de Cartini, le jeu pose un cadre assez unique. Le jeu vous place à la tête d'école, dans lesquelles des jeunes filles venues de différentes îles d'Indonésie viennent étudier. Votre rôle n'est pas seulement de les accueillir, mais de les accompagner jusqu'à leur réussite. Au fil de leur parcours, ces élèves ne restent pas de simples étudiantes. Une fois diplômées, elles deviennent des figures actives de la société, politiciennes, combattantes, mécènes ou enseignantes. À travers ces rôles, elle participe à un mouvement plus large, celui du développement de l'éducation des femmes et du chemin vers l'indépendance du pays face à la colonisation néerlandaise. Votre objectif en tant que joueur est de gérer au mieux vos ressources, l'argent, la réputation, les dotations, les livres, pour permettre à un maximum d'élèves de terminer leur formation. C'est cette progression qui vous rapporte des points. La partie se déroule en 3 manches. À la fin, le joueur qui totalise le plus de points de victoire l'emporte. Le jeu propose également une version coopérative. Dans ce cas, les joueurs doivent atteindre les objectifs fixés à chaque manche, tout en restant devant un marqueur adverse sur la piste de score. Un petit peu de contexte que vous retrouvez dans le livret de règles et qui pour moi est important d'aborder. Le jeu s'inscrit dans une période historique précise, l'Indonésie coloniale, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. C'est une époque marquée par une montée des revendications politiques et un désir grandissant d'indépendance. Dans ce contexte, les femmes indonésiennes commencent à jouer un rôle de plus en plus actif. Certaines s'engagent dans des combats, d'autres participent à la vie politique. Beaucoup comprennent que l'éducation est un levier essentiel pour permettre au pays de se libérer. Certaines d'entre elles fondent alors des écoles et militent pour que davantage de jeunes filles aient accès à l'instruction, afin qu'elles puissent, elles aussi, participer à l'avenir du pays. Ce mouvement d'émancipation trouve une figure emblématique, Cartini, une aristocrate javanaise. À travers une série de lettres adressées à ses correspondants néerlandais, elle exprime le désir des femmes indonésiennes d'accéder à l'éducation et de prendre part à la vie politique. Ces écrits sont publiés après sa mort sous le titre From Darkness to Light, qui donne son nom au jeu. Il est aujourd'hui considéré comme un élément fondamental du mouvement d'émancipation des femmes en Indonésie, et une source d'inspiration majeure dans la lutte pour l'indépendance. Cartini, From Darkness to Light, a été conçu avec l'intention de mettre en lumière le rôle des femmes indonésiennes dans cette période historique. Cette volonté se retrouve dans de nombreux éléments du jeu. Les symboles utilisés, les choix visuels, les références culturelles intégrées aux composants, mais aussi dans la manière dont les territoires sont nommés. Les divisions géographiques proposées ne correspondent pas exactement aux frontières historiques. Elles ont été adaptées tout en restant cohérentes culturellement. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, des informations se retrouvent dans l'annexe du livret de règles et qui c'est vraiment très intéressant à lire. Et vous retrouverez dans cette annexe des explications détaillées sur certains éléments historiques, batailles et figures importantes évoquées dans le jeu. Cartini, From Darkness to Light, est donc à la fois une expérience de jeu et une invitation à découvrir une période marquante de l'histoire à travers le regard de celles qui ont contribué à la faire évoluer. On va maintenant préparer une partie. Commencez par placer le plateau cartes au centre de la table, accompagné des plateaux de progression. Vous allez mettre au-dessus de cette zone centrale la réserve commune avec la monnaie du jeu, qui s'appelle le du8.
Ainsi, un nombre de jetons de donation égale au nombre de joueurs moins 1. Dans une partie coopérative, chaque joueur conserve son propre jeton de donation et un cube ennemi est ajouté sur la piste de score. Sa position de départ dépendra du nombre de joueurs. Chaque joueur reçoit ensuite un plateau école, ainsi qu'une aide de jeu. Chaque joueur prend également un pion principal, les tokens école, les jetons avec les chapeaux pour les diplômés, un jeton de réputation, un marqueur de dotation, ainsi qu'un marqueur de score. Le joueur qui a le plus récemment lu un livre, sans compter celui des règles, devient le premier joueur. Et il pose son pion principal sur la première position de la piste d'ordre du tour. Les autres joueurs placent ensuite le leur dans un emplacement suivant, en suivant le sens de l'aiguille d'une montre. Ensuite, vous allez préparer la carte. Le plateau représente plusieurs îles, chacune divisée en régions. Pour chaque île, vous prenez 5 pions élèves, appelés pupilles, de la couleur correspondante. Puis vous les répartissez sur les différentes régions, selon les indications présentes sur le plateau. Les pions restants sont placés en réserve au-dessus du plateau. Sur la zone dédiée du plateau, placez les livres en fonction du nombre de joueurs. Chaque couleur de livre, rouge, bleu et vert, est ajoutée en quantité précise déterminée par le nombre de participants. Ensuite, vous mélangez les jetons bataille. Vous en placez un au hasard à côté de chaque région de la carte. Ils sont posés face visible sur ce côté-là visible. Les jetons restants forment une réserve. Ensuite, vous allez disposer les 6 plateaux élèves correspondant aux rangées d'élèves. Chaque rangée est associée à une île. Comme vous le voyez au total, vous avez 6 plateaux et les cartes qui correspondent. Triez ensuite les cartes d'élèves par couleur d'île, mélangez chaque paquet séparément, puis placez-les à côté de leur rangée correspondante face élèves visibles. Vous révélez 2 cartes élèves dans les emplacements les plus proches du plateau principal, dans les rangées correspondantes aux îles de départ des joueurs, A et B. Placez le jeton From Darkness to Light sur la case de départ indiquée sur la piste correspondante, à cet endroit-là. Mélangez les cartes Milestone, puis vous en révélez 3 dans les emplacements prévus sur le plateau. En mode coopératif, le fonctionnement est légèrement différent. Les cartes sont préparées en 3 piles selon leur niveau, chaque pile est mélangée individuellement, puis une carte de chaque niveau est révélée, placée à son emplacement. Vous mélangez ces jetons bonus, et vous en placez 3 sur chaque rangée d'élèves sur les emplacements correspondants. Vous retrouvez les symboles ici. Ils sont placés face cachée. Ensuite, vous mélangez les cartes lettres de Cartrini, et vous en distribuez 2 à chaque joueur. Chaque joueur en choisit une, puis défausse l'autre. Ces cartes ont 2 rôles. Elles définissent un objectif en fin de partie, et rapportent des points de victoire s'il est atteint. Elles indiquent également les ressources de départ, que vous retrouvez ici. Chaque joueur ajuste alors ses marqueurs de réputation et de dotation sur son plateau école. Vous voyez, vous mettez les marqueurs sur le côté que je vous ai montré, et vous indiquez. Vous récupérez également la quantité de duit indiquée, puis vous choisissez vos livres de départ depuis la réserve commune. Le choix des livres se fait en ordre inverse du tour. En mode coopératif, une fois les ressources distribuées, toutes les lettres sont retirées du jeu. Ensuite, vous allez créer 3 piles de cartes enseignants, en les regroupant selon leur symbole d'inspiration, que vous retrouvez ici. Chaque pile doit contenir un nombre égal de cartes égal au nombre de joueurs. Ensuite, vous mélangez les cartes héros, côté élève visible. Révélez ensuite 4 cartes à côté de la pioche, puis considérez ces cartes, ainsi que la carte située au sommet de cette pioche, comme formant la rangée des héros. Mélangez les cartes événements et placez les faces cachées à leur emplacement dédié. Sur chaque rangée d'élèves, placez un jeton de valeur 2 de 8, donc ces jetons-là, sur l'emplacement correspondant. Ensuite, chaque joueur place un de ses jetons école sur son île de départ, précisément sur une frontière entre 2 régions. Ensuite, il choisit l'une des 2 régions adjacentes à cette position, donc là, soit celle-là, soit celle-ci, et récupère tous les élèves présents dans cette région, qu'il place dans sa cour d'école. Le jeton bataille présent dans la région reste en place. Dans le jeu, tout tourne autour d'un objectif central, former des élèves et les accompagner jusqu'à leur réussite. Votre rôle consiste à gérer votre école pour permettre à un maximum d'étudiants de terminer leur parcours. Une fois diplômés, elles deviennent des figures importantes, politiciennes, combattantes, enseignantes, mécènes, contribuant à faire évoluer la société et à dépasser le système colonial. Pour réussir jusqu'au diplôme, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut disposer d'une carte enseignant, d'un élève présent dans votre école, ainsi que d'une carte étudiant correspondant à la couleur de cet élève. À cela s'ajoute un coût en livres, indiqué sur la carte étudiant, que vous devez être capable de payer. Le jeu propose 3 modes. Un mode compétitif, qui constitue la version standard, un mode coopératif, ainsi qu'un mode solo. Le mode solo reprend en grande partie les règles du mode coopératif, avec quelques ajustements spécifiques. La partie se déroule en 3 manches. Chaque manche est elle-même divisée en 3 phases. Une phase d'action. Durant cette phase, les joueurs vont jouer leur tour, en suivant l'ordre établi. À son tour, un joueur choisit une seule action parmi celles disponibles. Il peut donc passer, recruter un enseignant, accueillir des élèves, enregistrer de nouveaux étudiants, récupérer des livres ou encore faire progresser ses étudiants jusqu'au diplôme. Certaines actions permettent également d'avancer sur la piste From Darkness to Light. Les joueurs continuent ainsi à jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous aient décidé de passer. Une fois que tous les joueurs ont passé,
On passe à la phase suivante, qui est la phase de milestone. Cette phase consiste à évaluer l'objectif de la manche en cours et à attribuer les points correspondants. Puis la phase de fin de manche, où chaque joueur ajuste d'abord sa réputation, ensuite il reçoit des ressources en fonction de son niveau de dotation, puis plusieurs éléments du jeu sont mis à jour. Les rangées des cartes étudiants et héros sont renouvelées, les îles sont de nouveau peuplées d'élèves, et les jetons donations utilisés sont soit récupérés, soit retournés en mode coopératif. La partie se termine à la fin de la troisième manche, une fois que tous les joueurs ont passé. Chaque joueur totalise alors ses points de victoire, et celui qui en possède le plus remporte la partie. Cependant, une fin anticipée peut être déclenchée. Si un joueur place son dernier chapeau de diplôme ou son dernier jeton école, cela active le dernier tour. Les autres joueurs disposent alors d'une dernière action chacun, puis la partie prend fin. Faisons le tour des différentes actions. Commençons par l'action de passer. C'est une action particulière, puisqu'elle marque la fin du tour d'un joueur pour la manche en cours. Même si elle intervient souvent en dernier, il est important de bien comprendre son fonctionnement dès le début. Lorsqu'un joueur décide de passer, il déplace son pion principal depuis la piste d'ordre du tour vers l'un des emplacements libres situés en dessous. Alors vous les mettez comme ceci, hein. Il y en a plusieurs, et donc vous le déplacez. Puis reçoit immédiatement la récompense indiquée à cet endroit. À partir de ce moment-là, son tour est terminé pour cette manche. Il n'y aura plus d'action jusqu'à la manche suivante. Lorsqu'un joueur passe, il récupère également un jeton donation, placé avec sa face jaune visible. Ensuite, à chaque fois que le tour revient à ce joueur, alors qu'il a déjà passé, ce jeton est retourné. Quand il revient sur la face jaune, le joueur reçoit une pièce depuis la réserve. Concrètement, cela signifie qu'un joueur ayant passé gagne une pièce tous les 2 tours. Cet effet ne s'applique plus après avoir passé lors de la troisième et dernière manche. Une fois que tous les joueurs ont passé et récupéré leur récompense, les pions principales sont replacés sur la piste d'ordre du tour. Ils sont repositionnés en fonction de l'ordre de la piste récompense. Cet ordre devient celui de la manche suivante. Le joueur le plus à gauche sera le premier à jouer. On passera ensuite à la phase milestone. Le niveau de dotation joue un rôle important dans la partie. C'est lui qui détermine les revenus enduits lors des phases de fin des 2 premières manches. Il est donc conseillé de le maintenir à un niveau suffisant. Lors de la troisième manche, la partie se termine après la phase de milestone. Lorsque les joueurs passent durant cette phase de dernière manche, ils ne reçoivent pas les récompenses associées à la piste de récompense. Prenons un petit exemple. Ce joueur-là décide de passer et place son pion ici. Il récupère la récompense qu'il y a là. Lorsque ce joueur décide de passer, il va se placer ici et prend donc la récompense. Finalement, ce joueur-là décide de passer. Il se place ici pour récupérer cette récompense. Une fois que ceci est fait, on les replace comme ceci, ce qui va définir le nouvel ordre du tour. Vous allez pouvoir également recruter un enseignant. Pour recruter un enseignant, le joueur doit d'abord payer le coût indiqué sur la carte. Il propose 2 options. Soit payer une pièce, soit diminuer son niveau de dotation d'un cran. Le symbole utilisé indique clairement qu'il s'agit d'un choix entre les deux. Une fois le paiement effectué, la carte enseignant est placée dans une salle de classe de l'école du joueur. Cette salle doit correspondre à l'aspiration indiquée sur la carte, visible en haut au centre. Il est possible d'avoir plusieurs enseignants dans une même salle, mais un seul suffit. En placer davantage n'apporte pas d'avantages supplémentaires. À la fin de chaque manche, lors de la phase de nettoyage, tous les enseignants recrutés sont retirés du plateau des joueurs et replacés dans leurs piles respectives. En revanche, les enseignants issus d'un diplôme, c'est-à-dire les cartes étudiants retournées, restent en place dans la salle de classe pour le reste de la partie. Vous pouvez également recruter des élèves. Pour cela, le joueur choisit une région à laquelle il a accès, puis prend tous les élèves présents dans cette région et les place dans la cour de son école. L'accès à une région dépend de l'emplacement des écoles. Chaque école donne accès aux 2 régions qu'elle touche. Par exemple comme ceci. Tous les élèves présents dans la région doivent être pris, sans exception, quelle que soit leur couleur. Au fil de la partie, certains effets peuvent déplacer des élèves vers d'autres îles que leurs îles d'origine. Lors de recrutement, cela n'a pas d'importance. Tous les élèves présents dans la région choisis sont récupérés. Il est possible de recruter des élèves de différentes couleurs en une seule fois, ce qui peut s'avérer utile pour la suite. Cependant, il faut anticiper. Chaque élève présent dans votre école à la fin de la manche fait perdre 1 point de réputation. Il est donc important de s'assurer de pouvoir les faire progresser avant cette phase. Un joueur peut également recruter des élèves depuis une région auquel il n'a pas directement accès. Pour cela, il paie une pièce à un autre joueur qui possède une école sur la même île. En échange, il peut recruter les élèves depuis une région à laquelle cet autre joueur a accès, même si cette région se trouve sur une autre île. Le joueur ciblé ne peut pas refuser cette transaction. En mode coopératif, ce paiement est plutôt effectué à la réserve qu'à un autre joueur. C'est-à-dire que si j'ai une école ici, je pourrais choisir entre ces deux et je les mets dans mon école. Dans un autre cas, si je suis là, un autre joueur peut me payer 1 pour les prendre et les mettre dans son école à lui. Notre action possible est d'enregistrer un étudiant. Pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies. Le joueur doit d'abord posséder dans la cour de son école au moins un élève dont la couleur correspond à la carte de l'étudiant. Par exemple, pour recruter
un étudiant de cette couleur, je devrais avoir cette couleur sur mon plateau. Il choisit ensuite une carte dans la rangée correspondante et la prend. Certaines cartes peuvent avoir un coût à payer au moment de leur acquisition. Une fois la carte récupérée, elle est placée dans une salle de classe de l'école en fonction de l'inspiration indiquée sur la carte. Le joueur place ensuite un élève de la couleur correspondante sur l'emplacement prévu en haut à gauche. À cet endroit-là, il est possible d'avoir plusieurs cartes étudiants dans une même salle de classe. Les nouvelles cartes étudiantes ne sont pas révélées immédiatement après une prise, elles ne le seront qu'à la fin de la manche. Un joueur peut posséder des élèves issus d'une île sur laquelle il n'a pas d'école. Cela lui permet malgré tout d'enregistrer des étudiants de la couleur correspondante. Cependant, si aucune école n'a encore été placée sur cette île par aucun joueur, la rangée correspondante ne contient aucune carte disponible. Dans ce cas, il est impossible de prendre une carte directement depuis la pioche. Le joueur devra alors établir une présence sur cette île, soit se retourner vers les cartes héros qui ne sont pas limitées à une couleur spécifique. Le coût d'une carte héros dépend de sa position et de certains éléments présents au-dessus d'elle. Si un jeton indiquant un coût de 2 pièces se trouve placé là, est situé au-dessus de la carte, il faut payer les 2 pièces à la réserve. Si un politicien diplômé est placé au-dessus de la carte, un coût supplémentaire d'une pièce s'applique. Cette pièce est versée au joueur qui a obtenu ce politicien, identifié par la couleur du marqueur associé. Si les deux éléments sont présents, le coût total peut être de 3 pièces, 2 pour la réserve, 1 pour le joueur concerné. Enfin, s'il n'y a aucun élément, la carte est gratuite. Lorsqu'il y a un politicien, ça ressemblera à cela, et ça c'est pour les jetons. Au lieu de prendre une carte étudiant depuis une des 6 rangées, un joueur peut choisir d'enregistrer un héros, ainsi que la carte située au sommet de la pioche qui est également accessible. Contrairement aux étudiants classiques, un héros peut être associé à un élève de n'importe quelle couleur. La carte est placée dans une salle de classe correspondante à son inspiration, encore une fois, puis un élève est placé sur un placement prévu. Certains héros peuvent devenir enseignants après leur diplôme. Ils sont identifiables grâce à un symbole spécifique, qui est ce symbole-là. Ces enseignants peuvent être placés dans n'importe quelle salle de classe et restent définitivement dans celle où ils ont été formés. Certains d'entre eux possèdent des capacités particulières qui s'activent uniquement s'ils enseignent dans une salle spécifique. Une fois le héros enregistré, les cartes de la rangée sont décalées vers la droite pour combler l'espace laissé libre. La carte située au sommet de la pioche est ensuite ajoutée dans l'emplacement disponible, révélant ainsi un nouveau héros pour les tours suivants. Un joueur peut récupérer jusqu'à 3 livres en choisissant plusieurs options. Ici, il peut acheter des livres depuis la réserve commune en payant 2 pièces par livre. Il peut également effectuer un échange avec la réserve en donnant 2 livres de sa bibliothèque, il en reçoit un autre en échange. Bibliothèque qui est ici. Tous les livres obtenus sont placés dans la bibliothèque du joueur, les livres dépensés retournent dans la réserve. Le nombre total de livres en circulation ne varie pas, sauf dans certains cas spécifiques liés à la progression du jeu ou à certains événements. Un joueur peut aussi échanger des ressources avec un autre joueur, à condition que tous deux possèdent une école sur la même île. Ces échanges peuvent concerner des livres ou des pièces, dans un sens ou dans l'autre. Les 2 joueurs doivent être d'accord sur les termes de l'échange. Dans une partie coopérative, les échanges sont remplacés par des dons. Les joueurs présents sur une même île peuvent donner ou recevoir soit des livres, soit des pièces, mais jamais les deux en même temps. Chaque joueur ne peut effectuer qu'un seul don par manche. Lorsqu'un don est réalisé, le joueur retourne son jeton donation pour indiquer qu'il a utilisé cette possibilité. Un joueur ayant passé pour la manche ne peut pas participer à un don. Une étudiante peut être diplômée dès que les conditions nécessaires sont réunies. Pour cela, plusieurs éléments doivent être présents. Il faut qu'un enseignant soit installé dans la salle de classe correspondante. Ensuite, une carte étudiante doit être présente dans cette même salle avec un élève placé dessus et dont la couleur correspond à cette demande. Le joueur doit également avoir dans sa bibliothèque les livres indiqués sur la carte. Il peut y avoir des contraintes supplémentaires. Un livre sans couleur signifie qu'il peut être de n'importe quelle couleur. Cependant, si 2 livres sans couleur sont demandés, au moins l'un d'eux doit correspondre à la couleur de la salle dans laquelle l'étudiant est diplômé. Si un symbole indique une égalité, les livres doivent être de la même couleur. S'il indique une différence, ils doivent être de couleurs différentes. Les cartes héros peuvent imposer des conditions supplémentaires. Tous les étudiantes classiques peuvent devenir enseignantes une fois diplômées. Seules certaines héroïnes disposent également de cette possibilité, comme je vous ai montré. Lors du paiement, les livres sont remis dans la réserve. Les pièces sont également rendues à la réserve. Si une donation est demandée, le joueur doit ajuster son marqueur en conséquence sur son plateau. Un joueur peut effectuer plusieurs diplômes dans l'ordre de son choix. Une étudiante qui ne peut pas être diplômée reste dans sa salle de classe pour les manches suivantes. En revanche, chaque élève encore présent, sans avoir été diplômé, fera perdre 1 point de réputation lors de la phase de fin de manche. Le déroulement d'une cérémonie de diplôme est la suivante. Le joueur commence par payer les livres demandés. Je rappelle, c'est indiqué ici, ainsi que toutes les conditions supplémentaires indiquées sur la carte. Ensuite, il gagne de la réputation. 1 point pour une étudiante classique, 2 points pour une héroïne. Puis, 2 possibilités se représentent. Si l'étudiante devient enseignante, sa carte est retournée et reste dans la même salle de classe. Sinon, la carte est retirée et placée à côté du plateau joueur dans sa pile de diplômés, où elle restera jusqu'au décompte final. Le joueur prend ensuite un chapeau, et il place l'élève correspondant, puis le positionne dans un emplacement à une fonction spécifique. Cet emplacement doit respecter les éventuelles conditions demandées, notamment en termes de niveau de réputation. Il existe 4 types d'emplacements, correspondant aux différentes aspirations. Ici pour les batailles, ici les patrons, ici les enseignants, et ici les politiciens.
Une fois placé, le joueur reçoit la récompense associée à cet emplacement. Il peut s'agir de points de victoire, de ressources ou de jetons bonus. Si un jeton bonus est obtenu, son effet devient actif immédiatement, mais ne s'applique pas au diplôme en cours. Le joueur applique ensuite tous les effets liés aux modificateurs actifs, qu'ils proviennent d'événements, de bonus ou de capacités au héros. Ensuite, vous avancez sur la piste Darkness to Light et vous résolvez immédiatement l'effet associé. Je reviendrai un petit peu plus en détail. Lorsqu'une étudiante est diplômée, elle est immédiatement assignée à l'un des 4 rôles disponibles dans le jeu, combattante, politicienne, mécène ou enseignante. Le rôle attribué dépend directement de la salle de classe dans laquelle elle a été formée, c'est-à-dire son inspiration. Devenir combattante. Lorsqu'une étudiante est diplômée en tant que combattante, elle permet d'étendre l'influence du joueur entre les différentes îles et de mener des actions contre le système colonial, ce qui donne accès à des récompenses. Le joueur commence par payer les livres demandés, ainsi que toute condition supplémentaire indiquée sur la carte. Il gagne ensuite un point de réputation. L'élève est retiré de la carte et placé sur un jeton chapeau. La carte étudiante est ensuite défaussée et placée dans la pile personnelle de diplômé du joueur. Le joueur choisit un jeton de bataille dont la valeur indiquée est inférieure ou égale à son niveau de réputation. Vous voyez, ici et là-bas. Il retourne ce jeton et récupère la récompense. Certains jetons proposent plusieurs options séparées par un symbole indiquant un choix. Dans ce cas, le joueur sélectionne une des 2 options, puis le jeton est défaussé. L'élève est ensuite placé comme ceci. Le joueur peut alors installer une nouvelle école sur une frontière menant à cette région. Cette école lui donne accès aux 2 régions adjacentes, c'est-à-dire que là ensuite je placerai mon école comme ceci par exemple, et j'aurai donc accès à cette île et à ces 2. Il recrute ensuite tous les élèves présents dans l'une des 2 régions, mais une seule école par couleur est autorisée. Et à partir de ce moment, le joueur a également accès à la rangée d'étudiants de cette nouvelle île, ainsi qu'aux élèves présents dans la région où son école vient d'être placée. Si c'est la première fois qu'un joueur place une école sur cette île, 2 cartes étudiants sont ajoutées à la rangée correspondante. Plusieurs combattants peuvent être présents dans une même région, mais une seule par couleur. Si le jeton de bataille a déjà été retiré de la région, il n'y a plus de conditions ni de réputation de récompense disponible. Le joueur peut malgré tout y placer une école et recruter les élèves présents. Lorsqu'une étudiante est diplômée en tant que mécène, elle vient soutenir votre école en s'intégrant à la société et en apportant des avantages directs. La procédure est la suivante. Le joueur commence par payer les livres demandés ainsi que toute condition supplémentaire. Il gagne ensuite un point de réputation. L'élève va retirer la carte placée sur un jeton chapeau. La carte étudiante est défaussée puis placée dans la pile personnelle de diplômé du joueur. Ensuite, il va être placé dans un placement disponible de la zone dédiée aux mécènes en respectant les règles de placement. Il reçoit immédiatement le bonus associé à l'emplacement. Ce bonus peut correspondre à des ressources ou des points de victoire. Si tous les emplacements sont déjà occupés, la mécène est placée librement dans cette zone, et le joueur reçoit à la place un gain fixe de dotation et de points de victoire. La zone des mécènes est divisée en groupes. À la fin de la partie, le joueur qui possède le plus de mécènes dans un groupe gagne un point de victoire supplémentaire. Le premier mécène d'un joueur doit obligatoirement être placé dans un emplacement libre du premier groupe. Pour placer un mécène dans le deuxième groupe, le joueur doit avoir une réputation d'au moins 3. Pour accéder au troisième groupe, il faut atteindre une réputation d'au moins 5. Chaque placement doit se faire sur un placement encore disponible dans le groupe correspondant. Lorsqu'une étudiante est diplômée en tant que politicienne, elle permet d'influencer l'arrivée de nouveaux élèves et d'ouvrir davantage d'opportunités dans les rangées d'étudiants. La séquence suit les mêmes premières étapes. Le joueur paie les livres, il gagne la réputation, l'élève est retiré de la carte et placé sur un jeton chapeau. La carte étudiante est défaussée et ajoutée à la pile du joueur. Cela permet d'influencer l'arrivée de nouveaux élèves et d'ouvrir davantage d'opportunités dans les rangées d'étudiants. Le joueur place ensuite cette politicienne sur un placement libre d'une rangée d'étudiants. Pour cela, il doit obligatoirement posséder une école sur l'île correspondant à cette rangée. La politicienne est placée sur un placement extérieur, à côté du jeton indiquant un coup de 2 pièces. Pour accéder à certains emplacements plus avancés, le joueur doit atteindre un niveau de réputation précis. Vous voyez 3 ici, 5 là. Une fois la politicienne placée, le joueur récupère le jeton bonus situé au-dessus de cet emplacement et le place sur son plateau. Ce bonus devient actif. Vous le récupérez et vous le placez là. Un joueur ne peut avoir que 3 bonus actifs en même temps. Si on obtient davantage, il choisit lequel conserver, les autres sont retournés, ce qui lui rapporte immédiatement un point de victoire, puis ils sont défaussés. Le joueur gagne également les points de victoire indiqués sous le jeton bonus qu'il vient de récupérer. Je vous rappelle, les points de victoire, vous les suivez ici. Le jeton indiquant un coup de 2 pièces est déplacé vers un nouvel emplacement libéré. Une nouvelle carte étudiante est ensuite ajoutée à cet emplacement. Et maintenant, pour enregistrer un étudiant de cette colonne, vous devrez payer une pièce au propriétaire de la politicienne correspondante. Si tous les jetons bonus de la rangée ont été pris, la mécanique change. Le jeton de coup est retiré de la rangée et retourné sur une face indiquant des points de victoire. Les prochaines politiciennes placées dans cette rangée pourront être positionnées à cet endroit pour obtenir immédiatement des points. Dans ce cas, aucune condition de réputation n'est requise, aucune nouvelle carte étudiant n'est ajoutée. Toutes les étudiantes classiques peuvent être diplômées en tant qu'enseignantes. Seules certaines héroïnes disposent également de cette possibilité. Le diplôme suit les premières étapes habituelles. Le joueur paie les livres demandés, ainsi que toutes conditions supplémentaires. Il gagne ensuite un point de réputation,
L'élève est retiré de la carte où vous l'avez placé. Je rappelle ici. Et vous le placez sur un jeton, chapeau de diplôme. La carte étudiante est ensuite retournée sur sa face enseignante et elle reste définitivement dans la salle de classe où elle a été formée. Le joueur obtient immédiatement les points de victoire indiqués sur la carte, qu'il indique sur la piste de score. L'élève diplômé avec son chapeau est ensuite placé dans la zone dédiée aux enseignants, que vous retrouvez ici. Le joueur gagne alors un livre correspondant à l'aspiration de la salle dans laquelle elle a été formée. Vous voyez les différentes couleurs que vous retrouvez. Si ce type de livre n'est pas disponible, il en reçoit un autre à la place. Les héroïnes suivent le même principe général que les autres étudiantes, mais avec plusieurs différences importantes. Elles sont placées dans un emplacement correspondant à leur inspiration comme tout autre diplômé. Cependant, leur diplôme rapporte 2 points de réputation au lieu d'un seul. Les conditions sont également plus exigeantes. Lorsqu'une héroïne est diplômée, le joueur obtient immédiatement la capacité indiquée sur la carte. Ces capacités peuvent être permanentes, immédiates ou activables. L'activation d'une capacité se fait gratuitement pendant le tour du joueur. Un joueur ne peut avoir que 3 capacités de héros actives en même temps. Si une 4e héroïne est diplômée, le joueur doit choisir quelle capacité conserver. Les autres sont défaussées au bas de la pile de diplômés et ne pourront plus être utilisées. Si une héroïne nouvellement diplômée possède un effet immédiat, celui-ci ne peut être déclenché que si le joueur décide d'abandonner l'une de ses capacités actives avant de résoudre cet effet. La piste From Darkness to Light représente des éléments extérieurs qui viennent compliquer la progression des joueurs au cours de la partie. Elle est optionnelle. Pour une partie plus rapide et plus simple, il est possible de ne pas l'utiliser. À chaque fois qu'un joueur arrive à diplômer un élève, le jeton avance d'une case sur la piste. En avançant, il peut provoquer différents effets qui impactent directement la partie. Ça peut être de retirer un livre spécifique de la réserve. Le déplacement du jeton sur un parcours précis. D'abord en vertical, jusqu'à atteindre la ligne correspondante au nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, vous arrêtez ici. Puis, au diplôme suivant, il se déplace vers la colonne suivante sur la droite, avant de descendre à nouveau, et ainsi de suite. Certains effets obligent tous les joueurs, sauf celui qui vient de faire passer un diplôme, à perdre une ressource. Cela peut concerner des pièces, de la dotation, de la réputation. En mode solo, cet effet s'applique directement aux joueurs. Si un joueur ne peut pas perdre la ressource demandée, il ignore simplement cet effet. La progression sur la piste peut également déclencher d'autres conséquences. Un événement peut être révélé avec un effet immédiat à appliquer. Donc les cartes que vous avez mis là, vous voyez le E de Event. Ces événements modifient l'état du plateau ou imposent des pertes de ressources. Dans certains cas, les jetons de bataille sont renouvelés. Il est même possible que les cartes enseignants soient retirées définitivement du jeu. Dans ce cas, les exemplaires de chaque type est retiré de leur pile respective. Si le jeton atteint la dernière case de la piste, la partie se termine immédiatement. Tous les effets déclenchés par cette progression sont résolus immédiatement avant la fin. Lorsqu'un événement est révélé, il doit être immédiatement analysé en 3 parties. La partie inférieure de la carte indique un effet immédiat à résoudre, ou bien un effet persistant négatif qui s'applique tant que cette carte est active. La partie centrale, elle provoque toujours un effet persistant positif dont tous les joueurs peuvent bénéficier aussi longtemps que la carte est visible. En mode coopératif, un effet supplémentaire s'applique. Le cube ennemi avance d'un certain nombre de cases indiquées en haut à droite. Certains événements demandent de déplacer des élèves d'une région vers une autre. Si la région de départ ne contient aucun élève, le déplacement est inversé si possible, en déplaçant les élèves dans le sens opposé. Lorsqu'un événement impose une perte de ressources, la manière de procéder dépend du type de ressources. Si des livres doivent être retirés, ils sont pris directement depuis la réserve commune. Pour les autres ressources, pièces, dotation, école, élève ou réputation, la perte s'applique à tous les joueurs, sauf celui dont c'est le tour. En mode solo, cette perte s'applique uniquement aux joueurs. Les événements peuvent à la fois modifier le fonctionnement du jeu et produire des effets immédiats. Certains accordent des bonus continus, par exemple en récompensant certaines actions. D'autres peuvent imposer des contraintes temporaires, comme un coût supplémentaire pour certaines actions. Ils peuvent également modifier la disposition d'élèves sur la carte. Chaque carte événement reste active jusqu'à ce qu'une nouvelle vienne la remplacer, modifiant ainsi en permanence les conditions de jeu. À la fin de chaque manche, une fois que tous les joueurs ont passé, on procède à la phase de milestone. Chaque joueur marque alors des points de victoire en fonction de la carte qui est active. Le score dépend de ce qui est indiqué sur la carte et se base sur le nombre total d'éléments concernés que chaque joueur possède à ce moment précis. Une fois le décompte effectué, la carte est retournée et n'est plus utilisée pour la suite de la partie. Dans une partie classique, chaque carte milestone correspond à un événement historique important. Les joueurs marquent des points en fonction de leur progression individuelle. En mode coopératif, les milestones deviennent des objectifs communs que les joueurs doivent atteindre ensemble. Certains objectifs demandent que chaque joueur remplisse une condition spécifique. D'autres se basent sur un total combiné entre tous les joueurs. En coopératif, il y a 2 niveaux de difficulté sont proposés. En mode facile, il suffit de réussir le dernier objectif pour remporter la partie. En mode standard, tous les objectifs doivent être validés pour gagner. Lorsque les joueurs remplissent les conditions du dernier objectif, ils peuvent immédiatement marquer les points associés, afin de mieux visualiser leur position par rapport au cube ennemi. Cette phase marque un moment clé de chaque manche, puisqu'elle évalue directement la progression des joueurs individuellement ou collectivement selon le mode de jeu.
Une fois toutes les phases précédentes terminées, la manche prend fin. Si la troisième manche vient de se terminer, cette phase est ignorée et on passe au décompte final. Sinon, plusieurs étapes doivent être réalisées avant de commencer la manche suivante. Chaque joueur perd un point de réputation pour chaque élève encore présent dans son école. Si un joueur ne peut pas perdre de réputation, cet effet est ignoré. Ensuite, chaque joueur reçoit un nombre de pièces égal à son niveau de dotation. Les jetons de dotation obtenus en passant sont remis dans la réserve. En mode coopératif, les jetons utilisés sont retournés. Tous les enseignants recrutés sont retirés des écoles et replacés dans leurs piles respectives. Les enseignants issus de diplômes restent en revanche dans leur salle de classe. La carte héros, située le plus à droite, est défaussée et placée sous la pioche. Les cartes restantes sont décalées pour combler l'espace. Dans chaque rangée, pour les étudiants, la carte située en première position est défaussée sous sa pile. Les cartes restantes sont ensuite décalées vers le plateau, puis de nouvelles cartes sont révélées pour remplir les emplacements libres. Les emplacements débloqués par les politiciennes permettent d'ajouter des cartes supplémentaires. Les régions sont à nouveau remplies avec des élèves, afin de correspondre aux quantités de couleurs indiquées sur le plateau. Ce rapprovisionnement a lieu même si d'autres élèves, d'autres couleurs sont déjà présents. Toutes les cartes héros utilisées sont remises dans leur état initial. Les pions principales sont placés sur la piste d'ordre du tour en conservant l'ordre établi précédemment. Une nouvelle manche commence en suivant cet ordre. À la fin de la partie, chaque joueur calcule ses points de victoire en suivant plusieurs critères. On commence par ajuster une dernière fois la réputation. Chaque élève présent encore dans l'école et n'ayant pas été diplômé fait perdre un point de réputation. Si un joueur est à 0, il ne perd rien de plus. Le niveau de réputation atteint détermine ensuite un point de victoire selon une échelle, que vous trouvez dans le livret de règles. Les joueurs gagnent ensuite des points grâce à leur jeton bonus actif, si ceux-ci accordent des points en fin de partie, notamment en fonction de réputation ou de conditions indiquées. Le niveau de dotation est également pris en compte. Comme pour la réputation, elle correspond à un certain nombre de points de victoire selon une échelle définie dans le livret de règles. Les joueurs marquent aussi des points en fonction de la diversité des étudiants diplômés. Plus ils ont de couleurs différentes parmi les cadres de leur carte diplômée, plus le nombre de points obtenus est élevé. Dans la zone des mécènes, chaque groupe est évalué séparément. Le joueur qui possède le plus de mécènes dans un même groupe gagne un point de victoire pour ce groupe. En cas d'égalité, aucun point n'est attribué. Les joueurs révèlent ensuite leur carte Cartini. Et si l'objectif indiqué est rempli, les points correspondants sont ajoutés au total. Et le joueur qui obtient le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, on compare le nombre total d'étudiants diplômés. Si l'égalité persiste, on regarde la diversité des couleurs parmi ces étudiantes. Si aucun des partages n'est possible, les joueurs concernés partagent la victoire. En mode coopératif, la logique de fin de partie est différente. La partie se termine lorsque tous les joueurs ont passé lors de la troisième manche. Contrairement au mode compétitif, la plupart des éléments de score ne sont pas pris en compte. Si les joueurs n'ont pas réussi à atteindre le troisième objectif, il n'est pas nécessaire de calculer les points. La partie est considérée comme perdue. Si cet objectif final a été atteint, on procède à leur décompte. Le groupe commence par perdre des points de victoire en fonction des élèves non diplômés. Chaque élève non diplômé fait perdre un point, en totalisant l'ensemble des joueurs. Les joueurs gagnent ensuite des points grâce à leur jeton bonus actif. Le score final correspond à la somme de tous les points gagnés au cours de la partie, via les actions, objectifs, atteints et les bonus, ajustés par d'éventuelles pénalités. Pour remporter la partie, ce total va suivre par ailleurs la position du cube ennemi sur la piste de score. Dans le cas contraire, la partie est perdue. Parlons un petit peu du mode solo. Le mode solo reprend la mise en place du mode coopératif avec quelques ajustements. Le joueur place 3 pions principaux sur la piste d'ordre du tour. Les jetons de donation ne sont pas utilisés, le cube ennemi est placé sur la position de départ correspondante. Le joueur ajoute également une deuxième école sur une autre île, dans une région différente, et récupère les élèves présents dans cette région. Le jeton bâtard reste en place. Le déroulement du jeu suit les règles du mode coopératif, avec certaines particularités. Il est recommandé de jouer avec la règle standard, nécessitant de valider les 3 objectifs. L'objectif correspond à la première valeur indiquée sur les cartes. Lorsqu'il passe, le joueur descend un de ses pions principaux sur la piste de récompense, récupère le bonus associé. Ensuite, un second pion est déplacé vers l'emplacement libre le plus élevé, sans accorder de récompense. Ce pion sert uniquement à bloquer cet emplacement pour le reste de la partie. Certains effets fonctionnent différemment. Par exemple, les effets qui affectent tous les joueurs s'appliquent également aux joueurs, même s'il est à l'origine de l'action. La phase du nettoyage se déroule normalement, à une exception près, les pions principaux ne sont pas replacés sur la piste d'ordre du tour. Le score final est calculé, de la même manière qu'en mode coopératif. Si cette vidéo vous a plu, avant de passer à mon avis, si vous avez aimé cette vidéo de Cartini, From Darkness to Light, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste, ça permet à la chaîne de continuer à grandir, de continuer à vous proposer ce genre de contenu avec des jeux qui n'ont pas, selon moi, assez de lumière et qui le méritent énormément. Je vous le redis, c'est un jeu d'extrêmement bonne qualité. Et c'est avec un thème qui est vraiment présent, je vais revenir dans quelques instants dans mon avis, et c'est grâce à vos commentaires, au partage et à vos abonnements que je peux continuer à vous parler de ce genre de jeu qui mérite, selon moi, encore plus de lumière. Passons maintenant à mon avis. Il y a des jeux où l'on cherche à optimiser, d'autres où l'on cherche à battre les autres. Et puis il y a des jeux où sans forcément s'en rendre compte au début, on s'installe dans une dynamique de construction progressive. Cartini fait clairement partie de cette catégorie. Dès le premier tour, on comprend que le jeu va imposer son rythme, un rythme assez posé, presque méthodique, tout en voulant nous apprendre des choses. On prend le temps de recruter, d'observer les élèves disponibles, de comprendre comment articuler ses ressources. Et puis petit à petit, quelque chose se met en place. Une logique, une direction, une manière de jouer.
qui devient de plus en plus lisible. La montée à puissance passe par une meilleure compréhension des enchaînements. On commence par faire des choix simples, parfois un peu opportunistes, et puis très vite, on réalise que tout est lié. Recruter des élèves sans les faire progresser à un coup. Se précipiter sur certaines cartes peut déséquilibrer son économie. A l'inverse, prendre le temps de structurer son école, de poser les bons enseignants, de préparer ses diplômes, ouvre des perspectives beaucoup plus larges. Même si l'interaction n'est pas frontale, elle est bien là. Elle passe par des cartes disponibles, par les emplacements occupés, par les opportunités que les autres prennent ou laissent. On observe beaucoup, on anticipe, on s'adapte. Le jeu avance de manière régulière, avec des phases très identifiables. Le moment où il décide de passer, par exemple, n'est pas anodin. Il influence l'ordre du tour, mais aussi ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Et c'est là que le jeu se révèle encore plus. Dans ces petits ajustements, dans ces décisions qui paraissent simples, mais qui ont une élégance folle et un impact sur la suite. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont les mécaniques servent le thème. On n'est pas dans une immersion narrative forte, mais tout fait sens. Le fait de recruter des élèves, de les associer à des enseignants, de réunir les ressources nécessaires pour les faire progresser, puis les voir évoluer en fonction de leur parcours. Tout cela s'inscrit dans une logique cohérente de design. Et quand on commence à enchaîner les diplômes, à voir apparaître des politiciens, des mécènes, des enseignantes, il y a une vraie satisfaction. On comprend ce que l'on construit et pourquoi on l'en construit. Chaque type de diplôme apporte quelque chose de différent, et c'est là que le jeu révèle encore plus sa richesse. Les combattantes ouvrent le plateau, permettent d'accéder à de nouvelles zones, de nouvelles ressources. Les mécènes renforcent votre base, apportent des avantages immédiats. Les politiciennes modifient la structure même du jeu en influençant les cartes disponibles. Et les enseignantes viennent stabiliser votre système en facilitant les diplômes futurs. Tout cela crée une cohérence magnifique, où les choix ne sont jamais isolés. On ne joue pas pour une action elle-même, on joue également pour ce qu'elle va permettre ensuite. Et cette logique en chaîne est vraiment au cœur de l'expérience. Ce qui est très appréciable, c'est que malgré la richesse des mécaniques et la qualité du design, le jeu reste lisible. Les règles peuvent sembler denses, mais elles sont structurées. Une fois les bases assimilées, tout s'enchaîne de manière naturelle. On comprend pourquoi on fait telle action, ce qu'elle apporte, et comment elle s'inscrit dans une stratégie plus globale. La courbe d'apprentissage est réelle, mais elle est progressive. Et surtout, elle est gratifiante. La rejouabilité repose sur énormément d'éléments. La variabilité des cartes, les héros, les objectifs de manche, les événements, chaque partie propose un contexte différent. Et comme les interactions entre ces éléments sont nombreuses, on n'aborde jamais exactement le jeu de la même manière. On affine, on ajuste, on teste d'autres approches. Le jeu se renouvelle totalement en profondeur. Pour moi, c'est un jeu qui fonctionne particulièrement bien, avec des joueurs qui apprécient les jeux où l'on construit sur la durée, où l'on prend le temps de réfléchir, d'optimiser, sans être submergé par des règles trop lourdes. Des joueurs qui aiment voir leur stratégie se mettre en place progressivement. Au final, Cartini, From Darkness to Light, propose une expérience cohérente, posée, magnifiquement designée, totalement intelligente et avec un vrai engagement dans le thème. C'est un jeu qui demande de l'attention, de la patience, mais qui vous le rend au centuple. Il cherche à vous faire comprendre des choses, à installer quelque chose. Mais une fois qu'on est dedans, on se laisse porter par cette progression, par cette sensation de construire quelque chose qui prend du sens tour après tour. C'est un jeu d'une profondeur folle, et c'est justement ce qui le rend intéressant à explorer. Comme je vous disais, avant de finir, vous avez des annexes dans le jeu que je vous invite à lire si vous avez l'occasion. C'est vraiment très bien fait, ça donne envie d'encore plus se renseigner et ça ouvre les yeux sur cette période. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Déjà, vous savez que j'adore les jeux de cet éditeur. Celui-là m'a particulièrement marqué, même si tous, je les aime bien entendu. Celui-là, je l'aime encore plus. J'invite vraiment à découvrir, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde, il est profond, il est designé de manière élégante et précise, il est très bien ciselé. Donc si vous avez l'occasion, essayez d'y jouer, je pense que vous ne le regretterez pas si vous aimez ce genre de jeu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!